Depuis 2 mois, je me suis lancé dans une mission pour améliorer mes compétences en conception assistée par ordinateur, faire évoluer mes projets et libérer le véritable potentiel de mes imprimantes 3D. Et laissez-moi vous dire que j'ai beaucoup appris en cours de route, y compris une douzaine de compétences, de raccourcis et de changements d'état d'esprit vraiment précieux que j'ai hâte de partager avec vous tous dans cette vidéo. Comme beaucoup d'entre vous, je savais concevoir des pièces simples ou des assemblages de complexité moyenne. Mais il y avait toujours ce grand fossé entre mes idées et ma capacité à les réaliser. Et même si j'adore ça, il y a des millions de projets incroyables à télécharger et à imprimer. À un moment donné, j'en ai juste eu assez d'espérer que quelqu'un d'autre résolve mes problèmes. Mais tout au long de ce défi, il y avait une question persistante dans un coin de ma tête. Est-ce que je pourrais vraiment arriver à un point où je pourrais concevoir tout ce que je voulais? Ou serais-je toujours limité? Il n'y avait vraiment qu'une seule façon de le découvrir. Allons-y. Le défi a débuté dès le premier jour, non pas par la conception assistée par ordinateur, ni un cours en ligne, mais en commençant un journal. Vous voyez, j'enseignais autrefois des techniques d'apprentissage et de mémorisation. Donc je sais très bien que l'une des étapes les plus importantes et souvent négligées dans tout parcours d'apprentissage, c'est simplement de s'asseoir et de définir à quoi ressemble réellement la réussite. Qu'est-ce que vous voulez réellement accomplir concrètement? Dans le cas de la conception assistée par ordinateur, souhaitez-vous progresser en modélisation organique ou paramétrique? Préférez-vous modifier des conceptions existantes, créer de simples merveilles d'une seule pièce, ou concevoir des assemblages mécaniques complexes? En arrivant, je pensais être compétent pour concevoir des pièces. J'en reparlerai dans quelques minutes. Mais je ne savais pas comment créer des projets complexes, alors j'ai décidé de me concentrer là-dessus. Mais ça, c'est moi. Et vous alors? Avant de passer aux conseils pratiques, merci de partager en commentaire l'aspect de la conception assistée par ordinateur ou du design que vous souhaitez améliorer. J'espère aborder ce point dans les 9 prochaines stratégies. Sinon, l'exercice restera très bénéfique pour vous et cela m'aidera à planifier une éventuelle vidéo de suivi à celle-ci. Maintenant que nous savons ce que nous voulons accomplir, l'étape suivante sera de choisir un logiciel de conception assisté par ordinateur, adapté à cet objectif et non simplement celui utilisé par tous. Si vous êtes passionné par la modélisation par maillage ou la sculpture, choisissez probablement Blender ou Chapré 3D. Si, en revanche, vous êtes intéressé par la modélisation paramétrique, alors vous allez vouloir choisir une toute autre option. Je sais que beaucoup ont déjà leur logiciel de conception assisté par ordinateur préféré, donc je n'insisterai pas, je dirai juste ceci. Si vous n'aimez pas absolument le logiciel de conception assisté par ordinateur que vous utilisez actuellement, ou si vous rencontrez beaucoup de difficultés lorsque vous essayez de faire ce que vous voulez, changez. J'ai passé beaucoup trop de temps à essayer d'adapter Blender à mes besoins, et au final, les choses ont vraiment changé pour moi. Mais pour vous, ça pourrait être autre chose. En fin de compte, le bon logiciel de conception assisté par ordinateur dépend de ce que vous voulez concevoir, du type d'appareil informatique que vous souhaitez utiliser et de votre façon de penser. Donc je ne saurais trop insister sur ce point, trouvez un logiciel qui vous convient. Comme déjà mentionné, mon principal objectif avec ce défi était de gagner en compétences dans la conception d'assemblages complexes ou de projets à nombreuses pièces, comme beaucoup d'entre vous. Il ne devrait donc pas être surprenant que ce soit exactement par là que j'ai commencé mon apprentissage maintenant. Avant, si je voulais concevoir un projet, je me lançais simplement et je commençais à concevoir chaque pièce individuellement sur place jusqu'à ce que j'ai terminé. Je pensais que les assemblages RTL servaient uniquement lorsque vous aviez besoin d'ajouter du matériel ou de créer des interactions entre les différentes pièces. Mais je me trompais. Le problème avec le fait de mettre tous vos œufs dans le même panier de cette façon, c'est que votre liste de fonctionnalités devient vraiment surchargée. Et même avec les astuces que je vais vous apprendre dans un instant pour les organiser, ça fait quand même beaucoup à faire défiler. En visionnant diverses vidéos de formation et suivant les conseils de professionnels de la conception assistée par ordinateur, j'ai réalisé qu'il existe une méthode bien meilleure. Si des pièces dépendent étroitement de la même géométrie ou utilisent les mêmes esquisses ou opérations booléennes, il n'y a pas de problème à procéder ainsi. Concevez-les dans un seul espace de travail. Mais dès que vous commencez à avoir des pièces plus complexes, qui ne sont pas liées géométriquement, il vaut vraiment mieux commencer à les concevoir dans des espaces de travail ou des studios de pièces séparés, et ensuite assembler l'ensemble, y compris la quincaillerie, dans un assemblage.
Puis bon, si vous avez besoin de référencer une autre pièce pour la conception d'une pièce, vous pouvez toujours le faire en important la pièce ou l'assemblage. Onshape appelle cela la fonction dérivée dans le nouvel espace de travail ou le studio de pièces. Je dis studio de pièces car c'est le terme utilisé dans Onshape. Les mêmes principes et bonnes pratiques s'appliquent à tout de suite conception assistée par ordinateur utilisé. En fait, attends, ChatGPT, tu peux me rendre service et traduire ce que je viens de dire en langage Fusion? Salut. Les utilisateurs de Fusion considèrent cela comme utiliser plusieurs corps dans un composant, par opposition à un assemblage de haut niveau avec des articulations. Sans vouloir t'offenser, mais même la terminologie dans Fusion me rebute vraiment, comme le terme corps. Quoi qu'il en soit, cette habitude et d'autres astuces que je vais partager vont vraiment simplifier votre liste de fonctions, facilitant les ajustements de vos conceptions et vous faisant gagner beaucoup de temps. Je vais admettre que je ne prends pas toujours le temps de le faire, mais quand je le fais, ça réduit vraiment mon sentiment d'être submergé et le désordre. Et c'est une bonne transition vers les 2 prochaines choses que j'ai apprises. Le point suivant n'est peut-être pas un conseil, mais un changement d'état d'esprit. C'était une révélation si importante que je devais la partager avec vous. Vous voyez, en commençant ceci. J'avais beaucoup de sentiments de gêne face au temps qu'il me fallait pour concevoir des assemblages apparemment simples, ce qui me décourageait d'essayer de créer des choses de plus en plus complexes. En documentant ce parcours, j'ai réalisé 2 choses. En regardant les accélérés enregistrés pour cette vidéo, j'ai constaté que mes conceptions prenaient moins de temps que prévu. C'est juste que lorsque tu es dans l'état de flow, tu perds en fait la notion du temps. Ensuite, moi, j'ai demandé à d'autres designers respectés combien de temps ils mettaient à concevoir leur projet et leurs réponses, souvent des semaines ou des mois de travail à temps plein, m'ont totalement surpris. Ce genre de travail prend beaucoup de temps, mais comme ce n'est pas vraiment divertissant de regarder quelqu'un assis à son bureau sur un logiciel de conception assisté par ordinateur pendant 4 heures, la plupart des youtubeurs minimisent ou omettent complètement le temps qu'il leur a réellement fallu pour concevoir leur projet. Et en fait, quand je regardais certains des tutoriels de conception assistés par ordinateur accélérés sur le site de mon ami Total-Toby, il m'arrivait parfois de trouver des méthodes encore plus rapides ou efficaces que celles utilisées par les vrais pros. Ce que j'essaie de dire, c'est de ne pas vous laisser piéger à penser que vous êtes lent ou inefficace, comme je l'ai fait. Parce que, premièrement, on n'a pas une bonne notion du temps quand on est vraiment concentré. Et deuxièmement, le travail de conception prend tout simplement plus de temps que ce que la plupart des présentations en ligne laissent croire. Cela dit, une fois que j'ai compris les grandes structures, gérer les assemblages, le design, le flux, l'état d'esprit, le reste dépendait de l'efficacité. Et j'avais encore beaucoup à apprendre de ce côté-là. Probablement la plus grande leçon de tout ce parcours, c'est à quel point c'était important. Vous pouvez accélérer le processus de conception en utilisant des raccourcis simples plutôt qu'en déplaçant la souris dans votre espace de travail, conception assistée par ordinateur. Et cette efficacité a ensuite des effets cumulatifs. Par exemple, bien sûr, un raccourci comme le menu rapide est personnalisable, au lieu de chercher une fonction spécifique, ou simplement en appuyant sur la touche Espace. Au lieu de désélectionner les éléments un par un, ces raccourcis ne vous feront peut-être gagner que 2 secondes à chaque fois. Mais en répétant ces actions des milliers de fois dans un projet, cela finit vite par représenter des heures. Et ce n'est que le début. Qu'en est-il de mémoriser les raccourcis pour masquer les esquisses, changer de vue, créer des esquisses, choisir différents outils ou sélectionner des objets cachés? Plutôt que de naviguer à la souris, de masquer des pièces individuellement, de sélectionner la pièce que vous voulez, puis de réafficher les pièces. Je n'exagère pas en disant que ces astuces, à elles seules, peuvent littéralement doubler votre efficacité, vous faisant gagner des heures tout en vous aidant à rester concentré. Mais ce n'est que le début des effets cumulatifs. Parce que lorsque certaines fonctionnalités deviennent plus rapides et plus faciles d'accès, il devient en fait plus simple de respecter les bonnes pratiques. Par exemple, appuyez sur Magène pour renommer une esquisse ou une pièce, au lieu de déplacer la souris, double-cliquer puis remonter pour modifier. Cela réduit les frictions, ce qui augmente la probabilité de le faire et produit des effets cumulatifs. Quand vous prenez réellement le temps de tout nommer, voyez-vous, dans la plupart des suites, conception assistée par ordinateur, vous pouvez non seulement nommer les pièces, mais aussi les esquisses, les fonctions, tout le reste. Et même si c'est une étape supplémentaire, même avec le raccourci clavier, cela compense largement par le temps économisé. Combien de fois avez-vous dû revenir modifier une conception après impression pour finalement oublier
où cette fonction était définie. Et ce problème ne s'améliore pas avec le temps. Si vous revenez sur le projet des mois plus tard pour améliorer votre conception. En nommant chaque élément, vous gagnez énormément de temps à chercher le bon croquis, extrusion ou remplissage. En plus, vous facilitez énormément la tâche à d'autres personnes qui voudraient remixer ou collaborer avec vous par la suite. Mais il existe une autre façon, encore plus efficace, de modifier vos conceptions. Ce sont les variables, ou paramètres pour vous, utilisateurs de Fusion. Bien sûr, si vos esquisses et vos fonctions sont correctement nommées, il est assez rapide d'y accéder, dans n'importe quel logiciel de modélisation paramétrique, et de modifier certains paramètres. Mais si vous devez encore utiliser la souris, entrer dans l'esquisse, trouver les bons paramètres, et double-cliquer, et toutes ces différentes manipulations, ça crée beaucoup de friction. En revanche, si vous utilisez des variables, vous n'avez même pas besoin d'entrer dans ces esquisses. Et si vous réutilisez toujours les mêmes variables? Dans un studio de variables partagé, vous pouvez corriger des projets entiers en quelques frappes au clavier. Vous doutez de la précision de l'imprimante de quelqu'un. Déclarez une variable pour les jeux. Vous créez plusieurs versions de vos conceptions pour divers matériels. Utilisez des variables. Vous n'êtes pas sûr de la taille finale que vous souhaitez obtenir, vous voyez l'idée. Les variables permettent de modifier rapidement et facilement des projets entiers, à condition de planifier à l'avance dans vos croquis et de concevoir en conséquence. Vous devez vous assurer de faire des opérations comme extruder vers des faces ou des sommets spécifiques, plutôt qu'à l'aveugle, par exemple, sinon vous finirez par tout casser plus tard. Donc pendant que vous concevez, c'est vraiment une bonne idée de jouer avec vos variables, juste pour vous assurer que votre conception ne se casse pas lorsque ces variables sont réellement modifiées. Mais au cas où vous casseriez des choses en bidouillant vos conceptions, et cela arrivera probablement. C'est donc le bon moment pour vous rappeler une autre de ces bonnes pratiques, à savoir la gestion des versions et des branches. Personnellement, par exemple, je savais que je pouvais créer différentes versions de mes conceptions ou les dériver en différentes conceptions à partir d'un ancêtre commun. Mais en réalité, je ne savais pas du tout que je pouvais remonter dans le temps et déclarer rétroactivement différents endroits comme des versions si j'avais oublié de le faire. Créer des versions, comme pour les derniers conseils, est une bonne pratique. Pour une raison, si jamais vous faites une erreur, cela vous donne un point de restauration rapide, sans avoir à perdre des minutes ou des heures à essayer de comprendre où tout a mal tourné. De plus, c'est encore une de ces choses qui facilite grandement la collaboration avec d'autres concepteurs, que ce soit dans un environnement professionnel ou simplement lorsque vous partagez vos conceptions avec d'autres membres de la communauté de l'impression 3D. Grâce au dernier conseil, votre chronologie devrait être plus claire et compréhensible que jamais. Mais il y a tout de même quelque chose à dire sur le fait d'avoir moins de fonctionnalités, à la fois pour l'efficacité et pour la lisibilité. C'est pourquoi ce prochain conseil a été si transformateur pour moi. En gros, il s'agit de consacrer un peu de temps à apprendre les fonctionnalités moins connues, ou ce que j'appellerais les fonctionnalités au fur et à mesure de votre suite conception assistée par ordinateur. Je vais expliquer ce que je veux dire par là dans une seconde, mais je ne veux vraiment pas que cette vidéo soit spécifique à une seule suite, conception assistée par ordinateur. Cependant, je dois donner des exemples, alors pardonnez-moi si celui-ci est un peu spécifique à OnShop. Un exemple de ce que j'essaye d'expliquer ici serait la fonctionnalité disponible dans OnShop. Pour incliner une extrusion pendant le travail, au lieu d'utiliser la fonction d'inclinaison après coup, qui ajoute des clics et surcharge l'historique, il est souvent possible d'incliner directement depuis la boîte de dialogue d'extrusion. Un autre exemple est la fonction de décalage intégrée à la commande booléenne, que vous pouvez aussi utiliser en double. Astuce numéro 7, pour vraiment maximiser l'efficacité, déclarez tous ces différents jeux comme une seule variable. Mais il y a beaucoup d'autres exemples supplémentaires. Par exemple, j'avais l'habitude de toujours dessiner ou décaler manuellement des lignes chaque fois que j'avais besoin d'une rainure, jusqu'à ce que je réalise qu'il y avait en fait une fonction de rainure directement dans OnShape. J'avais l'habitude de toujours créer un plan décalé si je devais couper un objet, jusqu'à ce que je réalise qu'on peut en fait utiliser n'importe quelle face pour couper un autre objet. La liste continue et variera selon le logiciel. Donc ma recommandation serait simplement de passer un peu de temps à étudier ces fonctionnalités. Vous pouvez parcourir la barre de menu de votre suite conception assistée par ordinateur préféré et rechercher sur Google toutes les fonctionnalités que vous ne comprenez pas déjà. Ou consulter des tutoriels et vidéos en ligne, comme ceux de Totaltoby, pour découvrir les fonctionnalités utilisées par d'autres dans leur processus de conception. J'ai récemment passé beaucoup de temps à faire cela,
ce qui me permet d'apprendre ou de me rappeler régulièrement des fonctionnalités méconnues. Et cela me rend beaucoup plus efficace. Et c'est probablement le bon moment pour mentionner une autre leçon. À savoir que dans la plupart des suites de conception assistées par ordinateur moderne, il existe en réalité de nombreuses façons de faire la même chose. Comme mentionné, certaines méthodes incluent les fonctionnalités au fur et à mesure ou dédiées. Pour des choses comme la fonction de perçage dans Onshape, elles seront plus rapides et plus efficaces. Et cela vaut vraiment la peine d'apprendre ces fonctionnalités plus rapides. Parfois, il existe plusieurs façons valables de faire quelque chose. Par exemple, la différence entre les congés dans l'esquisse et sur la pièce, ou la création de motifs dans l'esquisse comparée à celle d'une fonction après extrusion. Parfois, il existe même des méthodes ou des flux de travail complètement différents pour créer la même géométrie. Je dis cela parce que, malgré tout ce que je dis sur les avantages d'investir dans l'efficacité, finalement, comme disait mon père, la voie la plus rapide est celle que je maîtrise le mieux. Et je veux dire, bien sûr, il pourrait être plus efficace de modéliser quelque chose avec une révolution. Mais si tu es plus à l'aise ou plus efficace avec une série de lofts, par exemple, alors il n'y a rien de mal à faire les choses comme tu préfères. Donc, ne perds pas de temps à te reprocher de ne pas faire les choses de la manière ultime ou parfaite. Une autre façon d'améliorer vraiment ton efficacité, surtout lorsqu'il s'agit d'assemblages plus complexes, c'est d'utiliser des bibliothèques de pièces. J'avoue avoir un peu honte, mais je pensais vraiment cela avant. Par exemple, si je voulais utiliser une vis M3X8 dans mon projet, je devais d'abord la télécharger depuis un site comme GrabCAD, puis l'importer dans le projet pour l'utiliser dans un assemblage. Oui, je sais. En consultant les tutoriels sur le site d'Onshape, j'ai compris que la plupart des suites conception assistées par ordinateur professionnel offrent déjà une bibliothèque complète de matériel standard. Dans Onshape, tu peux aussi importer des composants ou des assemblages depuis de nombreux designs publics déjà publiés par d'autres utilisateurs. Mais ça devient encore mieux parce que dans beaucoup de ces suites conception assistées par ordinateur, tu peux en fait créer tes propres bibliothèques de pièces pour avoir tout ce que tu utilises fréquemment à portée de main. Disons par exemple que tu es un accro aux multicartes comme moi. Tu peux créer ta propre bibliothèque de composants matériels courants, ce qui te permet d'importer instantanément ces pièces dans tes assemblages ou tes futurs projets et de les intégrer immédiatement à tes pièces. Juste une petite remarque cependant. Tu ne devrais faire cela que pour un usage privé et personnel si tu télécharges les créations d'autres personnes, car tu pourrais techniquement violer la licence de leur création en les distribuant publiquement. Dans tous les cas, cela fait gagner énormément de temps. Je n'arrive pas à croire que j'ignorais son existence. Mais qu'en est-il des bibliothèques de pièces qui sont tout simplement trop vastes, trop variées ou trop personnalisées pour être répertoriées de manière exhaustive? Par exemple, il existe 1 million de configurations différentes pour les bacs et bases Gridfinity. Et personne ne va mettre en ligne une bibliothèque complète, jusqu'au boulon ou filetage M85. Pour cela, nous utilisons des scripts de fonctionnalité ou des modules complémentaires, comme dans d'autres suites de conception assistées par ordinateur. Les scripts de fonctionnalité sont des applications ou plugins développés par d'autres pour enrichir votre logiciel de conception assisté par ordinateur. Dans Onshape, vous disposez de scripts pour texturer un objet, insérer des bacs Gridfinity personnalisés, créer des filetages sur mesure et plus encore. Mais il existe également des modules complémentaires similaires pour d'autres logiciels de conception assistés par ordinateur maintenant. Tirer parti de ces plugins vous fait gagner énormément de temps, car cela vous permet d'ajouter rapidement des fonctionnalités à vos projets. Cela pourrait prendre des heures si vous deviez tout concevoir manuellement, alors qu'avec seulement quelques clics, vous pouvez vraiment améliorer vos conceptions, quel que soit le logiciel de conception assisté par ordinateur utilisé. Je vous recommande vivement de faire des recherches et d'installer certains des modules complémentaires les plus populaires, puis de prendre le temps d'apprendre à bien les utiliser. Maintenant, un autre état d'esprit que j'ai vraiment dû faire un effort pour changer concerne les prototypes. Dans la plupart des projets de fabrication, comme construire une imprimante 3D ou fabriquer un établi en bois sur mesure, en général, vous faites tout pour bien faire du premier coup, mesurer 2 fois, couper 1 fois. Donc, quand il s'agissait de conception, j'ai constaté que je me fixais des exigences impossibles à atteindre et que je me blâmais lorsque mon premier prototype n'allait pas correctement.
En réalité, même en maîtrisant la simulation de votre projet avec des assemblages, il subsistera toujours des inconnus. Quand il s'agit de concevoir quelque chose de nouveau, cela peut être des jeux ou des tolérances qui nécessitent des ajustements, ou des mécanismes qui ne fonctionnent tout simplement pas comme vous l'aviez imaginé, ou juste quelque chose qui ne paraît pas ou ne donne pas la sensation attendue dans la réalité une fois en main. Voilà le problème. S'attendre à réussir du premier coup donne toujours une connotation négative à la création de nouveautés. Du moins, c'est là où j'en étais. Alors à la place, j'essaie de m'apprendre à adopter une approche plus en accord avec la façon dont fonctionnent les startups de logiciels. D'accepter l'échec, mais d'échouer plus vite et d'apprendre autant que possible dans le processus. Après tout, on apprend plus de nos erreurs que de nos réussites, et la plupart des erreurs dans la vie coûtent bien plus cher que quelques euros de filaments gaspillés. Désormais, quand je conçois, je procède différemment, surtout pour les grands projets. Je vois si je peux isoler les parties inconnues comme les charnières ou les mécanismes et n'imprimer en test que ces pièces-là. La fonction de découpe de votre trancheur est vraiment excellente pour cela. Et deuxièmement, au lieu de réimprimer des prototypes qui ne vont pas, je les coupe ou les taille physiquement, je les fais fondre ou je les colle et je les retravaille tout simplement pour en faire un nouveau prototype. Pour voir ce qui va fonctionner avant de mettre à jour mon design et de l'imprimer à nouveau, de cette façon, je peux réduire de moitié le temps et le matériau gaspillés dans mon processus de conception. Cela atténue un peu la culpabilité. Et troisièmement, j'essaie de me rappeler que le prototypage est une étape naturelle et attendue du processus de conception. Des entreprises toto comme Recycling Fabric ont bâti un business sur le recyclage. Le prototype est imprimé en 3D uniquement par les meilleurs fabricants allemands. Donc si les pros de sociétés comme Bosch, Siemens et BMW doivent imprimer quelques prototypes avant d'y arriver, alors vous pouvez en être sûr. Les amateurs comme moi aussi. Ce qui me ramène à la question que j'ai posée au début de cette vidéo. Après 60 jours à m'immerger dans tout ce qui concerne la conception assistée par ordinateur, où en suis-je? À quel point me suis-je réellement amélioré? Et ai-je surmonté certaines des limites et des obstacles qui me freinaient? Eh bien, pour l'instant, je ne vais probablement pas recevoir d'offre d'emploi de SpaceX de sitôt, mais je pense quand même avoir franchi un cap. Au final, tout repose sur la confiance en soi. C'est la principale leçon que j'ai apprise. Les conceptions complexes demandent beaucoup de temps et beaucoup de travail. Avant ce défi, je manquais de confiance pour entreprendre ces projets ambitieux, donc je ne l'ai pas fait. Mais avec le temps, que ce soit en créant moi-même des conceptions de plus en plus complexes ou simplement en observant les autres, j'ai vraiment fini par comprendre que les seules choses qui me séparent d'eux sont en fait l'expérience et la confiance nécessaires pour vraiment m'asseoir, y consacrer des heures et acquérir cette expérience. Non, 60 jours ne m'ont pas rendu ingénieur qualifié. J'ignore encore les principes de conception qui justifient le choix d'un type de roulement ou d'une taille d'engrenage, ou ce genre de décision. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai confiance que si je continue à concevoir de nouvelles choses, à apprendre de nouvelles techniques, j'y arriverai un jour et je parie que vous aussi. C'est tout pour cette semaine, mais je vous retrouve tous dans The Next Layer.